Voilà, donc par contre, ce qu'on peut juste dire, c'est que vous savez qu'il y a plein de langues, je vous ai dit, il y en a 6000 à peu près. De manière frappante, il faut savoir qu'il y a quelques langues qui disparaissent chaque année, parce qu'il y a des populations qui disparaissent, qui sont peu nombreuses et qui parlaient ces langues, et que personne ne connaîtra ces langues bientôt. Donc on a un patrimoine qui est en train de disparaître. Alors il y a des recherches internationales sur ce qu'on appelle la préservation des langues en danger, pour noter vite ces langues avant qu'elles disparaissent. Il y en a en gros 6000 des langues. Elles sont toutes différentes, mais elles ont quand même toutes des grammaires, elles ont toutes en gros des choses communes dans les grammaires, elles ont toutes des verbes et des noms, elles ont toutes des choses de genre, des adjectifs ou des choses qui qualifient les noms. Et puis les mots ont toujours des syllabes, et puis les syllabes sont toujours faits d'alternance de choses comme des consonnes et des voyelles. Sauf éventuellement quelque chose qui fait partie du langage à part entière, qui est structuré autrement, mais qui est essentiel pour une partie d'entre nous, qui est ce qu'on appelle les langues des signes. Donc vous connaissez les langues des signes, parlées par les signes muets. Les langues des signes sont des langues à part entière, structurées différemment, mais tout montre qu'elles ont les mêmes complexités, les mêmes capacités de communication, qu'elles sont logées dans le même endroit dans le cerveau. Je vous parlerai un peu de cerveau tout à l'heure. Ça se passe en gros dans les mêmes endroits. C'est une déclinaison différente des langues. Vous m'arrêtez toujours quand vous voulez, mais de toute façon, je ferai une pause à la fin de la première partie pour qu'on ait le temps de... Parce que je parle vite en même temps, pour qu'on ait le temps de se raconter à peu près les choses. Voilà, toutes les langues ont des syllabes, toutes les langues ont des alternances de consonnes et de voyelles. Ça, c'est plutôt les choses sur lesquelles je vais parler maintenant. Toutes les langues, alors vous allez trouver ça pas très intéressant pour l'instant, vous allez voir pourquoi ça m'intéresse après, un petit truc marrant. Toutes les langues ont ces trois voyelles, alors vous ne connaissez pas forcément la signification de celle-là, ça c'est le ou. Hein. Quand vous regardez les symboles phonétiques, si vous allez regarder en anglais, vous allez trouver ce symbole-là qui ne veut pas dire U, parce qu'il n'y a pas de U en anglais, c'est le. Donc, vous savez, si vous vous interrogez une seconde sur les langues que vous connaissez, chacun de nous en connaît sans doute une ou deux autres, ou un petit peu une ou deux autres, à part le français, peut-être plus pour certains d'entre vous, et bien si vous vous interrogez, vous allez vous rendre compte par exemple que les systèmes de voyelles ne sont pas les mêmes. Pour donner l'exemple de l'anglais, qu'on connaît les uns et les autres, plus ou moins, il n'y a pas de U en anglais, il n'y a pas de voyelles nasales en anglais, comme le 1, le on et le en, c'est-à-dire des voyelles où l'air passe par le nez. Par contre, il y a des choses en anglais qu'on n'a pas chez nous, comme le had, hat, une espèce de voyelle un peu... enfin, je ne vais pas donner les mots phonétiques parce que ça ne servira pas. Cette voyelle que je viens de prononcer là n'a pas d'équivalent en français. Par contre, quasiment toutes les langues ont un I, un A et un O. Donc voilà, on va engranger ça en se disant, tiens, il y a des trucs différents dans toutes les langues, mais il y a des choses communes, et on va essayer, dans la partie suivante, dans les parties suivantes, de voir pourquoi il y a des choses communes dans toutes ces langues. Qu'est-ce que ça nous amène? Un autre exemple, dans toutes les langues, vous avez peu de que. Ces trois sons, c'est ce qu'on appelle des consonnes, et ce qu'on appelle même plus précisément des plosives, je reviendrai tout à l'heure dessus. Il y a ça dans toutes les langues. Donc au fond, le point final de cette première partie, c'est juste là où je voulais arriver, c'est que on a tous des langues différentes, on est donc nous les humains tous différents, mais on a quand même deux choses en commun. D'abord, on a tous une langue, on a tous un langage, passant par une langue, et d'autre part, ces langues ont des charpentes communes, dont je vous ai donné certains éléments, la double articulation, des mots, des phonèmes, et puis au niveau des mots, des noms, des verbes, des classes de mots qui sont les mêmes dans toutes les langues, parce qu'on en a besoin pour communiquer, parce que notre cerveau en a eu besoin, et puis des voyelles, des consonnes, des syllabes, etc. Et à partir de là, je crois que ça arrête ma première partie. Devant ce premier fait, qui est un joli fait, là encore je me contente de dire un truc, jusqu'à présent je vous ai probablement rien appris, parce que vous connaissiez toutes ces choses-là, même si elles ne sont pas peut-être formalisées comme ça. La jolie interrogation derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a tous quelque chose de commun en termes de langage. Et à partir de là, on peut supposer trois types de réponses différentes qui provoquent des bagarres dans la littérature entre les gens. Première hypothèse, on est tous pareils en termes de langage parce qu'on a tous le même cerveau, ou on a tous les mêmes gènes. Autrement dit encore d'une autre manière, le langage est dans les gènes. On a un gène du langage. Alors, première hypothèse, c'est une hypothèse, ça n'est pas de vérifier, c'est discuter, c'est travailler, mais il n'y a absolument aucune chose claire là-dessus. Première hypothèse, nous humains avons bénéficié d'une mutation génétique, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle existe, et cette mutation génétique nous a donné un gène du langage. Et ce gène du langage, il contiendrait des choses communes, peut-être les mots et les noms et les verbes et les syllabes et les voyelles et les consonnes, peut-être même aïou, ça vous verrez que non, il y a d'autres raisons sans doute pour aïou. Mais voilà, première hypothèse, notre unité humaine, c'est la génétique et le cerveau. Deuxième hypothèse, l'unité vient d'une origine commune
nous serions tous les descendants d'une même partie de l'évolution. C'est-à-dire, une hypothèse forte et aussi très travaillée, parfois idéologique dans le domaine du langage, c'est que toutes nos langues descendraient d'une langue commune. Alors, quelle est cette langue commune? C'est l'indo-européen? Non, les humains venaient d'Afrique, c'est l'africain. Quelle est cette langue commune? Est-ce qu'il y a des enjeux? Pour ne rien vous cacher, c'est un domaine qui a été très travaillé au XXe siècle, à des périodes où l'enjeu de l'origine commune des langues, il était très idéologique. Et ça a été des lieux de dérive idéologique extrêmement forte. Donc, deuxième hypothèse, une origine commune, parce qu'on vient tous du même endroit. Et puis, troisième hypothèse, en fait, on a sûrement une unité humaine qui vient sûrement d'un patrimoine génétique commun, ceci dit, personne n'en doute, mais certaines des propriétés de notre langage viennent simplement du fait que si nous avons un langage, alors ce langage ensuite doit être optimisé d'une certaine manière pour communiquer efficacement. Donc le langage serait le résultat, ou en tout cas serait en partie conditionné par les pressions d'interaction qui font qu'on aurait trouvé certaines solutions de communication plus que d'autres. Pour vous donner un exemple, et j'y reviendrai tout à l'heure, vous dire ce que ça pourrait vouloir dire, et ça c'est un cas qui est réel. On peut peut-être se dire par exemple que s'il y a ces voyelles et ces consonnes, c'est parce que c'est les meilleurs objets sonores qu'on aurait pu inventer pour communiquer efficacement. Alors si je le dis, il faudra que je le prouve. Donc j'essaierai de le prouver tout à l'heure. Et ceci dit, pour être honnête, je pense que les trois types, en tout cas l'hypothèse génétique et l'hypothèse optimisation de communication sont certainement à l'œuvre toutes les deux. Voilà. Donc je voulais finir cette première partie en vous disant en gros ce que c'était que le langage humain, ce qu'il avait de commun et de différent, et puis les questions qu'on peut se poser derrière pour savoir pourquoi il y a des choses communes ou différentes. Alors on peut, si vous voulez, prendre, si vous avez envie, des questions à ce moment-là, et sinon, si vous n'avez pas, c'est pas un souci non plus, je continuerai. Donc si quelqu'un a envie de poser une question, il est le bienvenu parce que ça facilitera le... Vous avez parlé tout à l'heure que pour pouvoir communiquer, il faut avoir souvent un langage en commun. Alors, toutes les personnes en français, la question que je me pose, c'est quand on est un bébé et qu'on ne peut pas encore parler, comment on peut savoir que tel mot désigne tel objet? Les objets, c'est relativement simple à désigner. Des idées un peu plus abstraites, en fait, comment on fait le processus d'apprentissage de cet outil commun à deux personnes? Alors c'est une question qui est importante, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder vos questions et je vais la récupérer après, celle-là, parce qu'elle est importante. La question que vous posez, en fait, si je la remets en termes techniques, mais elle est hyper claire comme vous l'avez posée, c'est la question de d'où vient la référence. C'est bien joli de dire que bouteille, ça veut dire bouteille, mais à quel moment est-ce qu'on a pu trouver cet accord-là? Et je ne vais pas répondre à votre question tout de suite, mais j'ajoute un point pour la rendre encore plus importante, votre question, c'est que tout montre que ce qui rend le boulot du bébé super difficile, et donc votre question super pertinente, c'est qu'à aucun moment je ne vais vers, ou à aucun moment, à peu de moments, je suis en situation de communication avec le bébé où je fais ce qui serait la meilleure chose, c'est que je prends la bouteille et je lui dis bouteille. Ça arrive parfois, un tout petit peu, hein, vous le savez, mais en gros, pas du tout. Et surtout, ce qui est important, et j'en profite pour mentionner ce point-là, c'est qu'une propriété forte du langage, c'est qu'il est segmenté en mots au niveau des mots, mais au niveau du signal acoustique, il n'est pas segmenté en mots. C'est-à-dire que le flux de son que je suis en train de vous envoyer dans l'oreille pour l'instant n'a pas de pause entre les mots. Il n'y a jamais de cas où je m'arrête entre deux mots. Ça n'arrive pas. Ça arrive quasiment jamais. Ça peut arriver pour le bébé, ceci dit. Hein. Il y a un peu des moyens de dire « Oh, c'est la bouteille, t'as vu, la bouteille, elle est jolie, la bouteille. » Alors on peut imaginer que le bébé, il va peu à peu, pour commencer à répondre à la question, mais j'y reviendrai après, entendre que je viens de dire 3 fois de suite un même assemblage de sons, bouteille, t'as vu, la bouteille, elle est jolie, la bouteille, oh, la jolie bouteille. Voilà. Je viens de dire peut-être une régularité des sons, mais quand même, le boulot du bébé est compliqué. Donc ce problème que vous posez, qui est celui de ce qu'on appelle la segmentation, pour la référence, j'y reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. C'est une question importante. Moi, j'ai une question au niveau du langage des signes. Vous avez dit que c'est un langage très spécifique. Est-ce que ça voudrait dire que ce langage est vraiment international? Alors, donc moi, je ne suis pas spécialiste de la langue des signes. De toute évidence, par contre, un bout de réponse. Ce qui est international, c'est qu'il y ait des langues des signes partout. Comme il est international, il y a des langages oraux partout. Et comme les langues orales, il y a des langues des signes variables partout. Il y a la même diversité. Il y a des principes de construction des langues des signes communs, comme il y a des principes des langues orales, et ça, je ne suis pas assez bon là-dessus pour vous en parler.
Mais il y a par exemple un truc magnifique qui est qu'on sait que quand on met une communauté de jeunes enfants sourds qui éventuellement n'ont pas été baignés dans une langue des signes, ils développent, il y a eu des cas bien décrits, de développement spontané de langues signées inventées par des communautés de jeunes sourds parce qu'ils en avaient besoin. Donc il y a vraiment les mêmes capacités de création, de variété et en même temps de régularité dans les langues des signes. Alors je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas spécialiste de langue des signes. Oui. Une question très très classique quand on laisse quelqu'un comme ça dans la nature. Ça, je ne peux pas vous répondre à cette question-là parce que heureusement le cas ne se pose pas. Mais la question est bonne et la seule chose que je peux vous donner, c'est cet exemple-là, parce qu'au fond, c'est un des seuls cas un peu documentés, du fait que, en tout cas, il y a ces cas décrits de jeunes sourds dans des milieux où on ne pratique pas la langue des signes qui ont inventé des langues des signes. Par contre, quelle est la forme de cette invention ? On ne sait pas, et d'ailleurs, à mon avis, de toute évidence. Alors, je peux peut-être dire la chose autrement. Si on croit comme moi que ce qu'il y a de commun au langage, c'est d'être optimisé, mais il ne vient pas d'une origine commune, et en tout cas, ce n'est pas ça sa nature propre, de venir d'un lieu commun, ma réponse, ce serait de dire que le langage, c'est une réponse optimale, ou un ensemble de réponses optimales à un problème de communication, mais des réponses optimales, il y en a plein. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser que l'anglais ou l'italien sont plus ou moins optimales que le français. Et par conséquent, l'hypothèse que je ferais, c'est que de toute évidence, il tomberait sur n'importe quelle langue, et sûrement pas une langue spécifique. Enfin, il y a sûrement, à mon avis, il n'y aurait pas de réponse. Dire encore autrement, si vous aviez les moyens, ce que j'espère pas, de condamner 50 petits-enfants bébés à être enfermés dans des forêts indépendamment dans 50 coins du monde et les observer 20 ans plus tard, je fais l'hypothèse qu'on tomberait sur 50 langues. Mais c'est une pure hypothèse, bien sûr. Par contre, ils tomberont tous sur des syllabes, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Tous, ils vont faire ba-ba-ba à la fin. Ça, je vous le montrerai. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre lettres et phonèmes. Oui. Est-ce qu'il y a une différence cognitive dans l'approche du langage, que ce soit une parole ou un signal écrit, justement? Alors, si vous voulez... Est-ce que vous pouvez redire les voilà, questions? je vais redire cette question, et puis ensuite je vais basculer à la suite, et c'est bien parce que ça me lancé sur des choses. Donc la question là, elle porte sur écriture, langage oral et langage écrit. Est-ce que les unités, c'est pas la même chose? Les lettres et les sons, c'est pas pareil? J'ai insisté dessus parce que pour bien vous dire que par exemple ça, c'est pas un U, c'est un OU. Bon, voilà. Et donc la question, c'est est-ce que c'est les mêmes systèmes cognitifs ou est-ce que ça décrit en gros le même genre de processus, hein? Je pense que c'est un peu ça votre question. Et là, de toute évidence, c'est deux processus différents. D'abord, historiquement, vous le savez bien, ils sont différents. Le langage oral, il est apparu il y a plusieurs centaines de milliers ou millions d'années, et on ne sait pas quand. Et si vous entendez des exposés où on vous dit qu'on sait quand, ne les croyez pas, on ne sait pas quand. Mais on sait que c'est il y a beaucoup, beaucoup de centaines de milliers d'années. Le langage écrit, il est apparu il y a quelques milliers d'années, avec éventuellement un lien avec l'oralité dans son écriture, c'est le cas en français, mais éventuellement pas de lien, comme dans les idéogrammes. Et il n'utilise pas les mêmes zones du cerveau. Et il y a par exemple des recherches tout à fait passionnantes qui sont faites pour l'instant par un groupe de chercheurs à Paris, qui a proposé une zone du cerveau qui serait spécialiste de la lecture. C'est pas l'écriture, c'est la lecture, mais c'est lié évidemment. Et du coup, cette zone qui serait spécialiste de la lecture, qui est une zone dans les aires visuelles, hein, ce qui est normal, les aires visuelles, elles sont à l'arrière du cerveau, alors que les aires auditives sont plutôt sur le côté, et puis on parlera un petit peu après des aires plutôt d'interaction et de contrôle qui sont vers l'avant. Il propose les questions d'une aire de la lecture, et du coup, la question, c'est d'où vient cette aire, puisque il n'y a pas eu de mutation génétique il y a 2000 ans, juste, à ce qu'on sache. L'écriture ne vient pas d'une mutation génétique, elle vient d'une invention culturelle. Et donc leur hypothèse, c'est que c'est une zone qui a parasité des zones qui existaient pour la reconnaissance des formes, pour la vision, avec une spécialisation progressive dans ces zones-là. Donc pour finir de vous répondre, c'est vraiment des processus différents. Évidemment, il y a des interactions, par exemple, dans un problème que vous connaissez bien, qui excite de plus en plus ces gens pour l'instant, qui est la dyslexie. La lecture, évidemment, pose la question du lien entre oral et écrit, et ce lien, des fois, il est tellement compliqué qu'il peut marcher plus ou moins bien avec toutes les questions sur la dyslexie. Voilà, je pense que ça reste à peu près.